je m'appelle Cédric Julien, j'ai une double formation, comme prof en philo et lettres d'une part, donc en philosophie et puis en lettres, lettres modernes, philologie romane, et puis une deuxième formation en théâtre, théâtre mouvement et mise en scène. Et depuis une vingtaine d'années, je me suis spécialisé sur la question du corps, à la fois d'un point de vue théorique en anthropologie et en philosophie, et à la fois d'un point de vue pratique en menant des ateliers avec des psychomotriciens, des psychologues, et puis dans un deuxième temps avec des sages-femmes et des infirmières. On peut aborder l'espace de différentes manières. Finalement, chaque discipline va créer une sorte de langage qui va permettre de mettre une grille de lecture sur l'espace. Si on prend par exemple le cas de la philosophie, ce qui est intéressant, c'est que un auteur comme Emmanuel Kant dit les humains ont deux clés de compréhension de n'importe quelle situation, c'est l'espace et le temps. Tu plonges un humain dans n'importe quel contexte, il va le comprendre d'abord avec deux clés, comme deux petits outils, l'espace et le temps. Si on prive un humain de la notion d'espace, en fait il est tout à fait perdu. Il est d'ailleurs désorienté. Et on va voir que cet aspect-là peut avoir des conséquences en psychologie. Et puis, d'un point de vue anthropologique, comme tous les autres mammifères, en fait, on occupe l'espace, c'est-à-dire qu'on le partage avec d'autres êtres vivants, mais on le défend aussi contre les autres êtres vivants et contre les membres de notre propre espèce. Ça, c'est un sociologue qui s'appelle Edward Hall qui a bien montré ça. Et donc l'espace, il est à la fois visible et invisible. C'est-à-dire, visible, c'est le terrain que j'occupe, mais invisible, ça peut être aussi des espaces qui sont métaphysiques, comme par exemple la vie après la mort, comme par exemple les dieux, les esprits, les ancêtres, etc. Et donc ça va amener les humains à marquer les territoires en disant, ici par exemple, il peut y avoir des zones qui sont tabous. Un tabou, c'est un endroit qu'on ne peut pas pénétrer sous peine de punition pour soi-même ou de punition pour le reste de la collectivité. Donc ça peut être physique, mais ça peut aussi être culturel ou sociologique. Et donc ce qui m'intéresse aussi, c'est comment les humains vont ritualiser l'espace, c'est-à-dire comment ils vont voir à travers un espace que c'est une porte d'entrée vers autre chose, vers un ailleurs. Alors le cas du théâtre est exemplaire là-dedans, c'est qu'en fait en théâtre, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on délimite un espace et on dit quiconque traverse cet espace a le droit d'être quelqu'un d'autre, et les paroles qu'il va proférer ou bien les actions qu'il va faire racontent autre chose que lui-même. Ça, les animaux ne l'ont pas et les robots ne l'ont pas non plus. Alors dans ces questions d'espace, il y a aussi des questions politiques. C'est-à-dire que l'espace il est toujours régulé par le politique, il est régulé par les autorités, par des gouvernements, etc. On ne se promène pas dans l'espace comme on veut, il y a des espaces interdits. Et même à un niveau sociologique, on peut dire, tiens, est-ce que tout le monde peut occuper aussi librement l'espace? Il y a des collectifs féminins, par exemple à Bruxelles, qui font des balades, donc ce sont des groupes de femmes, qui font des balades en rue et qui disent, tiens, ici cet espace, il n'est pas safe, il n'est pas sécure. Quand on se balade en tant que femme, on a l'impression qu'on est regardé par les hommes, on a l'impression que si on s'assied à la terrasse de tel café, on va nous regarder. Et donc, est-ce que les femmes peuvent s'approprier l'espace au même titre que n'importe quel citoyen? Mais c'est vrai aussi pour les habitants de différents quartiers. Il y a des gens qui sont plus mobiles que d'autres, par exemple dans les espaces citadins. Et enfin voilà, c'est une chose qu'on pourra développer. Et donc dans cet aspect politique, il y a la question de la visibilité et de l'invisibilité. Finalement, pour beaucoup de minorités, se rendre visible dans l'espace, c'est un travail essentiel pour avoir une identité. Donc l'identité passe par l'espace. Par rapport au travail théâtral, par rapport au jeu de comédien, c'est clair que dans les études de comédien, la première chose qu'on apprend, c'est à gérer son corps dans un espace. Et pourquoi? Parce que l'espace est toujours relationnel, l'espace il est en fonction d'abord de l'espace qui reste, il est en fonction de la scénographie, il est en fonction du partenaire et il est en fonction du rapport au public. Et donc l'espace est toujours signifiant. Quoi que je fasse, si je traverse un espace comme ça, je suis déjà en train de raconter quelque chose. Et donc structurer l'espace et mon rapport à l'autre, c'est une manière de structurer du langage, de la communication. On peut observer ça dans des groupes de classe, par exemple, où on ouvre une porte et le groupe rentre dans l'espace. On verra très vite des gens qui n'oseront pas occuper l'espace, et puis d'autres, au contraire, qui vont se l'approprier. Et ça raconte quelque chose dans leur développement psychocorporel. Alors dans les soins, moi ce qui m'intéresse, c'est que dans beaucoup de fonctions soignantes, on brise un tabou qui est celui de la distance
social qu'on devrait avoir d'autres. C'est vraiment très très clair dans les soins infirmiers, par exemple, où on a accès au corps de l'autre. Parfois, on a accès au corps nu de l'autre, hein, on le lave, etc. Et donc, on brise une distance sociale qu'on doit retransformer, on appelle ça une socialisation secondaire, on doit le retransformer en distance professionnelle. Mais il se trouve qu'au cours de mes travaux pratiques avec les psychomotriciens et les soignants, moi j'ai souvent réinterrogé cette distance professionnelle qui est parfois vue comme une sorte de menace en disant si tu n'instaures pas la distance, la situation va déraper. Et j'ai proposé un autre concept qui est celui de rapprochement professionnel, c'est-à-dire de pouvoir travailler dans une très grande proximité avec le corps de l'autre tout en se vivant distinct de l'autre et professionnel, mais en même temps sans considérer la proximité comme une menace. Et du coup, finalement, la tâche du soignant, ça revient à habiter aussi l'espace, mais donc aussi à habiter, là je pense aux psychomotriciens, à habiter la relation avec l'autre, avec son corps, et en gérant parfaitement l'espace qu'il va y avoir entre deux corps.